Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief, le décryptage de cette étape numéro 12. On donnera comme d'habitude nos tops et nos flops. Cette étape numéro 12 qui partait de Toulouse pour aller du côté de Bagnères de Bigorre. Alors étape qui était longue, 209 km. Étape qui a mis un petit peu du temps à se mettre en route. Alors, c'est pas que les coureurs ont mis du temps à se mettre en route. La première heure de course à 50 km/h nous prouve le contraire. Mais c'est surtout que l'échappée a mis beaucoup de temps à se faire. Et on a eu une échappée nombreuse. 38 coureurs étaient présents dans cette échappée. Et oui, quasiment, pas loin d'un cinquième du peloton était devant. Avec des coureurs majeurs dans cette échappée. Du côté des Français, on avait Calmejane, on avait Pierre-Luc Perrichon du côté de la Cofidis, Tony Galopin également du côté d'AG2R, Kevin Le Danois également du côté d'Arkea Samsic. On avait Matteo Trentin, beaucoup de sprinters, Boasson-Hagen, Sagan, Groenewegen, Matthews. On avait également Nicolas Roche, on avait Simon Yates. On avait Bilbao, on avait Tige Benoît, Tim Willems, le maillot à pois. Je ne vais pas faire les 40 noms. Il y avait également le champion olympique Greg Van Avermaet. Donc beaucoup de monde. Ça a roulé vite jusqu'à la première difficulté du jour. Le col de Perressoude. Col de première catégorie, 13 km à 7% de moyenne. C'est pas extrêmement difficile. On n'a pas perdu grand monde avec un Calmejane qui attaque dès le pied avec Sonny Colbrelli, le sprinter de la Bahreïn Merida. Ensuite, le peloton derrière avait fait rideau assez vite dans cette étape. On ne sentait pas vraiment qu'on voulait chercher la gagne, ce qui était tout à fait normal. Calmejane se fait reprendre en haut de Perressoude. Et puis, avec un peloton, avec une échappée qui était encore conséquente. Attaque dans la descente de Simon Clark tout seul. Ensuite, attaque quasiment au pied de la Hourquette dans 6 ans, autre côte de première catégorie de Matteo Trentin. Et puis vers la moitié de la montée, attaque de Simon Yates après quelques accélérations de Powell, suivi de Bilbao. Il y avait également le coureur de la Bora, j'ai oublié son nom, je vais le regarder tout de suite, le coureur de la Bora. Et non, je ne l'ai plus. Le coureur de la Bora qui a fait deuxième, je ne vais pas retrouver son nom. On avait également Mathias Franck et également Tony Galopin qu'on essayé de suivre un moment mais qu'on craqué assez vite. 3 hommes donc se détachent, le coureur de la Bora dont j'ai oublié le nom, Simon Yates et Peo Bilbao. Et dans la descente, voilà, ils restent ensemble. Derrière, on n'arrive pas à revenir pour les poursuivants. Et à l'arrivée, victoire de Simon Yates qui gère très très bien ce fameux dernier virage dont j'avais dit qu'il fallait faire attention aux alentours dans les 500 derniers mètres. Il est à 200 mètres de l'arrivée. Il le passe en tête et il remporte la course devant Pelo Bilbao. On passe tout de suite au Français du jour. Le Français du jour, pour moi, c'est Lilian Calmejane. Lilian Calmejane qui a une journée assez incompréhensible. Alors déjà, il va dans une échappée pour le 2e jour d'affilée. On se demande pourquoi il était dans l'échappée hier, en fait. C'est la vraie question qu'on se pose. Enfin, je me pose toujours, parce que pour moi, Calmejane, il n'aurait pas dû aller dans l'échappée hier, même s'il voulait reprendre de la confiance. On savait qu'aujourd'hui, ça pouvait lui convenir. C'était quand même un parcours qui, me semble-t-il, n'était pas assez difficile pour qu'il soit lâché. C'est juste qu'il a été lâché parce qu'il n'a vraiment pas de bonnes jambes et qu'il a eu une stratégie de course assez incroyable. Donc déjà, il manquait de fraîcheur vu qu'il était parti dans l'échappée hier. Et il a le don d'avoir une stratégie assez étonnante alors que ça roulait vraiment plus beaucoup dans cette échappée. Une échappée de 40. On sait que en plus, le col de Perressoude, comme je l'avais indiqué, était très roulant. C'est pas très difficile. En fait, c'est très régulier au niveau de la pente. Donc ça permet pas de vraiment attaquer pour faire des écarts. Et donc à ce moment-là, lui il s'est dit tiens, au pied de Perressoude, pourquoi si j'attaquais pas personne l'a suivi bien entendu à part Colbrelli qui je pense essayait de travailler. Alors je ne sais pas pour qui, parce que peut-être pour Cortina. Ça me semble étonnant, surtout pas pour Juan Denis. On ne sait toujours pas s'il a abandonné, où il est en fait. C'est la grande question qui se pose pour Juan Denis. On n'a toujours pas de nouvelles à 17h16. Il semblerait que selon certaines informations, on ait vu son vélo du côté du bus de la Bahreïn Merida, mais bon, il n'y a toujours pas d'infos là-dessus. Donc Calmejane qui attaque, plein de Perressoude, qui prend pas assez d'avance et puis qui se fait rattraper par le peloton en haut de Perressoude, donc il prend même pas les points en haut de Perressoude, enfin le maximum de points, et surtout
la gratification au niveau de l'argent en haut de Perrosoud, donc ça c'est bien dommage. Et puis dans la descente, dans la côte, dans la Ourquette dans 6 ans, comme il a fait un effort assez incroyable dans la côte précédente et qu'il était dans l'échappée la veille, il ne peut pas suivre le leader. Alors que s'il avait attendu avant d'attaquer, je pense qu'il aurait peut-être pu faire une excellente étape. Donc il aura beaucoup de regrets, Lilian Calmejane, mais des fois il faut réfléchir avec sa tête quand on est dans une échappée. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Thomas Vauclair qui disait souvent le mec qui gagne dans une échappée, c'est le mec qui arrive à rester le plus calme. Et bien Calmejane, lui, nous a prouvé le contraire. Il nous a bien prouvé que cette théorie fonctionne. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on va aller assez vite du côté des coureurs au top, il n'y a pas grand chose à dire. Simon Yates, vainqueur aujourd'hui. Le coureur de Mitchelton Scott qui n'était pas le leader de l'équipe. Encore une fois, je vous rappelle, quand vous avez 2 leaders dans une équipe, le leader numéro 1 c'est celui qui a le dossard avec le chiffre 1 qui se termine. Normalement, quand vous avez un dossard qui se termine avec le 8, c'est rarement que vous êtes un leader, à part le cas d'une année où c'était Pierre Rolland qui avait un dossard qui se finissait par un 8 quand il prend le maillot blanc sur le Tour de France. Mais normalement, quand vous avez le dossard 8, c'est rarement bon, comme Chavez sur le Giro. Il est dans la même configuration que Chavez. Adam Yates, c'est le leader, son frère Simon 8 va chercher la gagne. Eh bien aujourd'hui, il a été quand même culotté parce que il attaque alors que son coéquipier est en tête de course, Matteo Trentin, que c'est un sprinter Trentin. Donc s'il arrivait avec Simon Clark, eh bien c'était victoire pour Trentin, sûr. Donc il attaque à ce moment-là. Il n'arrive pas à décrocher tout le monde de sa roue. Donc là tu te dis à ce moment-là c'est incroyable. Il roule un moment même derrière son équipier. Il fait décrocher son équipier. C'est avec son équipier, quand il rattrape son équipier, lâche complètement. Donc là tu te dis, le mec est quand même culotté. Surtout qu'il avait fait ça sur le Giro en disant c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Et c'était quand même bien planté un petit peu comme une merde. Donc là on se dit il va se planter encore. Et dans le sprint, il s'avère que c'était lui le plus fort de la journée, que c'était lui le plus fort, mais il faut être sacrément culotté pour réaliser la course qu'il a fait. Deuxième coureur au top, Peter Sagan. Pourquoi ? Dans l'échappée aujourd'hui, il s'est amusé. Pas de souci pour rentrer dans les délais en plus pour Peter Sagan, mais surtout il augmente son avance au niveau du maillot vert, en passant en tête au niveau du sprint intermédiaire à Bagnères de Luchon. Ce qui fait que désormais, il a 86 points d'avance sur Sonny Colbrelli. Je crois que ça monte à plus de 90 points sur Elia Viviani. Donc je crois que tout le monde est résigné. Il n'y a pas que Michael Matthews qui est résigné. Tout le monde a compris que c'était fini pour le maillot vert et que Peter Sagan, sauf chute, allait le remporter parce que ça va être difficile de revenir sur lui. Les bonnets d'âne, on commence avec la Katusha. Alors la Katusha qui traverse le Tour de France comme une ombre, parce qu'à part Matt Wurst, pas vous mentir que pour l'instant on n'a pas vraiment vu les coureurs de la Katusha à part Zakharine quand il était à l'arrière du peloton. Alors on sait que dans cette équipe c'est compliqué en ce moment parce que encore une fois le sponsor s'arrête, que les coureurs sont plus en train de réfléchir vers quelle équipe ils vont aller. Mais quand même, on aurait pu s'attendre à mieux du côté de la Katusha. C'est la seule équipe, sauf la Groupama et Ineos. Mais la Groupama et Ineos, ils ont un leader. C'est plus le cas quand vous voyez le classement général de Zakharine. C'est la seule équipe qui n'a pas réussi à mettre un homme devant. Et surtout, de toute façon, même s'ils avaient mis Matt Wurst devant, qui était un moment parmi les poursuivants qui essayaient de revenir dans le groupe de 38, de toute façon, Matt Wurst n'aurait pas joué la gagne. C'est pas vraiment un grimpeur de qualité, Matt Wurst. Donc vraiment, mauvaise course de la part des Katusha. Les Sunweb, qui travaille toute la journée. Alors je veux bien qu'on travaille toute la journée, mais quand on travaille toute la journée, c'est qu'on a un leader qui est capable de remporter l'étape. Or, Nicolas Roche, je vais pas vous mentir que face à Bilbao, Yates, Schachmann, Franck, Galopin, c'est un niveau en dessous. Nicolas Roche, c'est pas le plus grand coureur. Pourtant, s'ils avaient mis Kelderman, j'aurais dit pourquoi pas, mais là c'est quand même Nicolas Roche, qui était équipier de Contador à une époque. Donc je vois pas pourquoi ils ont travaillé pendant toute la montée de Perrosoud pour au final finir très très loin, puisqu'il doit finir 15e Nicolas Roche. Ça fait quand même 2 jours qu'on comprend pas, parce que lundi, on n'avait pas compris pourquoi ils avaient roulé aussi fort non plus à 2 bornes de l'arrivée, alors que ça n'avait aucun intérêt. Là pareil, aucun intérêt de rouler fort comme ça dans cette montée, alors qu'il aurait fallu peut-être avoir un peu plus d'hommes dans la deuxième partie de course, parce qu'en plus Calmejane, c'était pas un des coureurs les plus dangereux de l'étape, donc vraiment bizarre la stratégie de la Sunweb. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à réagir également.
Puis nous, on se retrouve demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 13, qui est le contre-la-montre à Pau. Et puis on parlera surtout demain soir des changements du côté du classement général. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.